Saint-Esprit. Amen. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour le fait que tu nous fais retrouver en ce jour pour pouvoir parler, partager et réfléchir sur ce qui nous préoccupe tant pour notre pays et la région des Grands Lacs. Nous avons dit la paix que nous recherchons et que nous voulons de façon durable. Nous savons qu'il n'y a que toi qui puisse bien éclairer les esprits afin de bien fixer les pas dans cette initiative que nous avons prise et dans laquelle nous nous sommes engagés, l'initiative du pacte social pour la paix, le bien vivre ensemble dans notre pays, la République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. C'est justement pour être éclairés par ton esprit que nous nous mettons sous ton regard avec cette prière que ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, le Prince de la paix, nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Merci beaucoup, Pasteur Maurice. Merci d'être là. Je pense que nous nous sommes manqués pendant un bout de temps. Aujourd'hui, nous allons livrer l'économie du rapport. C'est un rapport d'information. Déjà, j'aimerais rappeler ici que ce qui est rapporté sont les faits à distinguer de la responsabilité de nos institutions. C'est-à-dire, nous vous rendons les faits de cette tournée qui a eu lieu au niveau national et international. Ce rapport d'information a 4 parties. La première, elle est introductive. Elle va nous présenter les contextes, les objectifs, la méthodologie, la composition. C'est vrai que je vais les résumer, on ne saura pas lire in extenso. La deuxième partie est consacrée au déroulement, les déroulements de ces consultations. Dans ces déroulements, nous avons une partie qui a été effectuée localement, donc sur le plan national. Il y a une autre partie sur le plan régional et une partie sur le plan international. La troisième partie du rapport présente les enjeux et défis par rapport à ce qui a été réalisé jusqu'à cette étape. Et la dernière partie, c'est la conclusion. Immédiatement après, mon collègue prendra parole pour nous présenter l'appel, ce qui constitue les étapes suivantes de l'initiative, et la parole sera remise à la modération, certainement pour des échanges. Puisque nous commençons par la partie introductive, comme je l'ai dit, il s'agit d'insister ici sur le contexte, qui est le premier point. Dans quel contexte cette initiative a été conçue, pensée, structurée et opérationnalisée? Nous disons que le pacte social en question, comme vous le connaissez, pour la paix et le bien vivre en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs, est une initiative portée par nos 2 institutions, donc la SENCO et l'ECC. Cette initiative s'inscrit clairement dans le cadre des missions prophétiques et pastorales prônées par nos 2 institutions ecclésiastiques.
Et cela vise à promouvoir la paix durable et le bien vivre ensemble. Le premier élément ici, dans les contextes, c'est d'insister sur le fait que l'origine de cette initiative, ce sont nos missions pastorales et prophétiques. Ce qui lui donne tout le caractère d'autonomie et de sa souveraineté dans le sens de légitimité, pardon, dans le sens où c'est une initiative qui n'est née pas de la volonté des hommes, mais qui rentre dans notre mission traditionnelle. Il y a des références bibliques à cela, j'en passe, mais il y a aussi la base, parce qu'un des débats qui a été soulevé, c'est de savoir quelle serait la base juridique de cette institution. Je vais le dire, c'est l'article 63 de la Constitution de notre pays qui fait obligation à tout Congolais d'avoir le droit et devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace et à une agression extérieure. Donc, la base juridique de cette initiative, c'est l'article 63, qui nous oblige tous, en tant que Congolais, de manière individuelle et collective, à défendre le pays en cas d'agression. Mais il y a aussi une autre base juridique, c'est la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui constitue la deuxième base juridique dans le mécanisme international pour dire nous n'avons pas seulement fait recours à la constitution du pays, mais aussi et surtout à la résolution 2773 du Conseil de sécurité. Et donc, ceci dit, il est très clair que l'initiative vise à préserver l'ordre constitutionnel qui est en vigueur, mais aussi en se référant au mécanisme international, notamment la résolution 2773. Cette initiative s'est conçue à partir des expériences du passé. Nous avons procédé à une lecture qui part des années 60 jusqu'à aujourd'hui. Donc, vous avez suivi par moments les débats à un certain niveau dans l'opinion où les gens disaient l'initiative est conçue pour telle ou telle motivation. Nous vous expliquons aujourd'hui pour dire l'approche qui a été utilisée, c'est que d'un côté, nous reculons les années de notre histoire ou du passé commun pour tirer des expériences, mais en même temps, nous projetons dans une perspective jusqu'en 2060 pour dire que deviendrait les Congo jusqu'en 2060. Alors, à la lumière de toutes ces expériences, le pacte veut se concrétiser dans une approche mixte. C'est-à-dire, je reviendrai à la méthodologie. Quels sont les objectifs de cette initiative? L'initiative a trois objectifs majeurs, à court, moyen et long terme. À court terme, l'objectif se fixe pour objectif de contribuer à mettre fin définitivement aux causes profondes internes. Donc ici, nous visons les causes profondes internes afin de préserver la cohésion nationale et l'intégrité territoriale, tout en garantissant de manière durable la non-répétition des cycles récurrents des conflits armés et celle de l'instabilité des systèmes politiques, socio-économiques, juridiques et judiciaires de notre pays. Donc, à court terme, comme vous le voyez, l'objectif vise à mettre fin aux hostilités, à la guerre, pour qu'on retrouve la paix, unifier le pays, pacifier le pays, mais aller plus loin à donner une cohésion nationale et préserver l'intégration. À moyen terme, l'objectif est de contribuer aux efforts diplomatiques régionaux, de trouver des solutions aux causes profondes en promouvant l'organisation d'une conférence régionale qui sera bien entendu internationale sur le bien vivre ensemble dans la région des Grands Lacs. Et ce sous les auspices de l'Union africaine et d'autres organisations internationales. Donc cette démarche vise à établir les fondements d'une coopération régionale véritable et conforme aux principes internationaux, assurant ainsi la stabilité durable dans la région. À moyen terme, comme je l'ai dit, c'est justement contribuer à la consolidation et au vivre ensemble. Et à long terme, c'est voir comment lancer les actions du vivre ensemble à la base.
il y a un projet ambitieux qui est en train d'être élaboré sur l'éducation à la paix. Et parce que nous concevons la paix pas seulement comme une construction des attentes entre politiques au niveau du sommet, mais nous estimons que la véritable paix durable s'est construite de la base au sommet. Et voilà pourquoi nous y pensons. La méthodologie, je l'ai dit, elle est mixte. Il y a une approche purement réflexive et une approche pragmatique. Au niveau réflexif, c'est cela aussi la valeur ajoutée de l'initiative. Nous mettons en place tout un raisonnement, tout un système de pensée qui, justement, va donner la place aux scientifiques. Nous y reviendrons, et c'est pourquoi il y a un appel aux scientifiques, pour dire, nous ne réfléchissons pas la paix à partir des agendas des individus. Nous ne concevons pas la paix à partir des frustrations des acteurs politiques. Mais la paix ici, telle que voulue dans cette initiative, par des réflexions objectives des scientifiques qui vont identifier les thématiques en lien avec les causes profondes. Parce que si nous disons qu'il y a des causes profondes, il faudrait les identifier. Et si nous les identifions, nous les résolvons à partir d'une approche rationnelle et objective. C'est là que nous mettons à contribution l'intelligentsia congolaise, c'est-à-dire le cerveau collectif, pour qu'enfin on donne un éclairage aux avis politiques qui souvent débouchent sur des ambitions et des agendas individuels. La composition, ça je peux m'en passer, ce sont les deux institutions qui ont piloté jusqu'à cette étape, cette initiative. La deuxième étape, les déroulements. Les déroulements de ces consultations, nous l'avons commencé au niveau national. Au niveau national, nous avons eu 3 caractéristiques, je dirais même 4. Nous avons eu d'abord les institutions du pays, commençant par la première institution, le président de la République, chef de l'État. Après lui, nous avons vu les 2 présidents de 2 chambres du Parlement, la basse et la haute. Après les niveaux institutionnels, nous avons vu des acteurs de l'opposition et de la majorité, ainsi que la société civile dans toute sa variété. Et après cela, nous avons vu les acteurs politiques armés, ceux qui sont à Goma. Ça, c'est le niveau national. Qu'est-ce qu'il en ressort de nos discussions? On commence tour à tour avec le chef de l'État. Lorsque nous avons vu le chef de l'État dans ces discussions, nous sommes le 3 février 2025, les représentants de ces 2 églises, en tout cas à leur demande, pour dire que cette audience a été sollicitée par nous, en vue de présenter et proposer l'initiative du pacte social au chef de l'État. L'entretien a permis un échange de vues constructif sur la situation sécuritaire, politique et diplomatique préoccupante, particulièrement après la prise de la ville de Goma. Les discussions ont abordé les dimensions internes, régionales et internationales de la crise, ainsi que la place et la valeur ajoutée de l'initiative ecclésiastique dans les contextes globaux. L'accent a été mis sur la nécessité de renforcer l'unité nationale et la cohésion sociale, considérées comme les fondements essentiels de toute solution durable. L'approche inclusive et complémentaire aux processus régionaux en cours a été jugée pertinente, de même que la contribution potentielle de cette initiative. À l'issue de cette rencontre avec le chef de l'État qui avait accordé une attention soutenue à la présentation des 2 églises, avait apprécié l'initiative jusqu'à la qualifier de louable et nécessaire au regard du contexte qui est le nôtre. Je rappelle ici, nous l'avons vu le 3 février, figurez-vous, c'est après la chute de la ville de Goma, Goma qui est tombée le 26 janvier, et donc vous voyez dans quel état nous étions. Le 15 décembre, il y a eu échec de la rencontre entre le président Kagame et le président Tshisekedi à Luanda, et donc c'est tous les contours du contexte qui a fait que l'initiative, à juste titre, soit appréciée. Après cela, nous avons vu les 2 présidents de 2 chambres. À leur tour, ils ont apprécié l'initiative en formulant quelques recommandations. Mais les résumés de ces 2 entretiens, tour à tour, tournaient également sur la nécessité de consolider la cohésion nationale. Nous pouvons ici tirer comme conclusion de ces échanges avec les niveaux institutionnels l'intérêt que nous avons tous accordé
de consolider la cohésion nationale et de préserver l'intégrité territoriale. Et logiquement, tous ces acteurs ont estimé que l'approche proposée par les églises pouvait mieux contribuer à l'atteinte de ces résultats. Au niveau des acteurs politiques, nous avons, comme je l'ai dit, consulté les acteurs de l'Union sacrée, que nous n'avons pas voulu nommer ici, mais il y a des acteurs au niveau des chefs de partis politiques, au niveau des députés et des sénateurs, au niveau même des gouverneurs et des autres députés provinciaux qui ont été consultés pour le camp de la majorité. Avec eux, il ressort une sorte de cahier des charges. Dans toutes les discussions, ils ont formulé des recommandations, entre autres, le retrait de l'AFC M23 de Goma, de Bukavu et des autres zones contrôlées, ainsi que le démantèlement des administrations parallèles qui ont été mises en place par l'AFC M23. Deuxième élément qui ressortait de leur discussion, c'est qu'ils demandaient le respect du cessez-le-feu conformément à la résolution 2773 du Conseil de sécurité à laquelle je fais allusion, et surtout insister sur le retrait des forces qui vient en soutien au groupe M23. Et la dernière recommandation, c'est qu'ils ont insisté sur la condamnation publique et officielle de l'agression et de l'occupation du territoire national par les forces rwandaises, ainsi que le retrait total et sans condition des troupes des M23 sur le sol congolais. Voilà un peu le résumé des revendications qui ont été ressorties de tous ces entretiens, ces consultations avec le camp de la majorité au pouvoir. Quand nous arrivons chez les opposants, toujours dans la ville de Kinshasa, ici au niveau national, comme je l'ai dit, on a vu plusieurs courants de l'opposition, s'il faudrait, pour ne pas les citer, en tout cas, le principal figure de l'opposition que vous connaissez. À l'issue de ces discussions avec eux, eux aussi ont formulé des cahiers des charges. La médiation, les CC-la-Senko, le travail que nous avons fait, c'est de faire les recoupements pour dégager le point de convergence de chaque groupe, pour dire des points qui s'est répétés dans leurs différentes revendications, comme nous l'avons fait avec le camp de la majorité. Alors, par ces recoupements, il y a les éléments qui ressortent des revendications de l'opposition non armée. Nous avons la faiblesse des processus électoraux. Ils ont beaucoup insisté sur le processus électoral de 2023 qu'ils ont critiqué. Deuxièmement, ils ont critiqué la gouvernance, la gouvernance du pays par rapport à l'environnement, avec tout ce qui va avec les questions de gestion, de corruption. Troisièmement, ils ont parlé du rôle de la justice qui traque les opposants, où beaucoup se trouvent aujourd'hui en exil. Quatrièmement, ils ont parlé de l'absence de consensus politique et rationnel dans plusieurs processus de réforme, on s'est compris la tentative de changer la Constitution. Rappelez-vous que les débats qui étaient en cette période-là, quand on consultait, c'était sur la Constitution. Et donc, beaucoup révélaient également sur ces débats-là de changer la Constitution. Il y a eu aussi le point en lien avec la signature de certains engagements et contrats avec le pays de manière bilatérale ou multilatérale. Et puis, on parlait des situations d'insécurité, pas seulement à l'Est, ils ont parlé de l'Ouest, ils ont parlé des tensions communautaires. Voilà un peu le résumé de ce qui se présente comme les revendications de l'opposition non armée. Au niveau de la société civile, nous avons également tour à tour consulté la société civile dans les thématiques gouvernance démocratique, élections, les femmes, les jeunes, les mouvements citoyens. Nous avons consulté les prix Nobel, parce que nous avons quand même l'honneur d'avoir un prix Nobel de la paix dans notre pays. Nous avons consulté les religieux, les autorités traditionnelles et même les mouvements syndicaux. Donc, c'est pour dire qu'il y a un échantillon important et représentatif qui a été consulté, tant ici à Kinshasa qu'en province et même au niveau extérieur. Qu'est-ce qui ressort
de leur agenda harmonisé des revendications qu'on a reçues ça et là. Premièrement, la société civile insiste sur l'organisation des réformes juridiques et judiciaires pour renforcer l'indépendance de la justice. Deuxièmement, il demande l'organisation urgente des réformes électorales pour permettre d'élever l'option sur la CENI en vue de préserver les processus électoraux de 2028, donc les processus à venir. Ici, c'est l'avis des experts électoraux qui ont été consultés. Troisièmement, il y a renforcer le mécanisme de protection des défenseurs des droits de l'homme et ceux qui travaillent au niveau des opinions publiques. Renforcer le mécanisme participatif des femmes dans toutes les échelles de décision, des jeunes et des personnes vivant avec handicap. Et ce, à tous les niveaux. Cinquièmement, c'est faire application du rôle des confessions religieuses dans l'organisation de notre pays. Ça, c'était l'avis des confessions religieuses consultées. Au niveau des chefs des autorités traditionnelles, et elles ont beaucoup insisté sur leur rôle, alors qu'il est clairement garanti par la Constitution. Renforcer les mécanismes juridiques, finaliser le processus de justice transitionnelle en RDC, valoriser la place et la contribution des scientifiques, ainsi que le rôle des mouvements et des jeunes. Arrivé à Goma, comme vous l'avez appris, 15 jours après la chute de cette ville, la délégation qui s'y est rendue a eu le temps de discuter profondément avec le mouvement. Ici, il s'est d'insister sur les motivations parce que ça fait l'objet d'un débat au niveau de l'opinion publique. Qu'est-ce qui a motivé la délégation à se rendre à Goma? Première raison, c'est qu'il fallait s'enquérir de la situation des droits de l'homme après les affrontements armés. Je pense que nous avons tous suivi ce qui ressortait ça et là en termes des rapports des violations des droits de l'homme. Deuxièmement, il fallait aller négocier les couloirs, l'ouverture du couloir humanitaire, parce que tout était fermé et il y avait des cris de détresse. Je rappelle ici qu'à ces jours, nos institutions sont présentes dans ces zones occupées et faisons un monitoring hebdomadaire mensuel sur la situation des droits de l'homme et des questions humanitaires. Ici, il faut le dire, c'est près de 7 millions de déplacés aujourd'hui et donc il fallait voir ces questions. Troisièmement, comprendre les revendications de l'AFC M23 parce qu'au cours de nos discussions avec le chef de l'État, nous avions suggéré l'importance d'écouter séparément les AFC M23 du Rwanda. Donc il fallait séparer les deux agendas parce que nous avons estimé que cette approche allait être plus efficace. Si nous voulons avoir un dialogue national inclusif et efficace, il était intéressant, c'est cela notre avis jusqu'à aujourd'hui, de séparer l'agenda Goma de l'agenda Kigali. Exprimer, ça c'est la quatrième raison, les refus des deux églises à toute intention de balkaniser le pays. C'était pour nous l'occasion d'aller apporter ces messages directement à la source et la dernière intention, c'était d'aller partager le pacte social comme proposition de sortie de crise. À l'issue des discussions de plus de 4 heures du temps avec le mouvement M23, nous avons recueilli de leur part une sorte de cahier des charges qui ressort le 5 ou 6 points importants. Le premier point, ils disent, s'ils ont pris les armes, et c'est pourquoi ils exigent une voix attentive des autorités, c'est parce qu'il y a absence de l'État dans certaines zones du pays et cela favorise l'émergence des groupes armés et fait croître l'insécurité dans ces zones. Deuxièmement, ils sont revenus sur la question électorale de 2023 pour dire qu'il y a eu ce chaos électoral qui met aujourd'hui en débat ou remet en question la légitimité de l'institution. C'est leur avis. Troisièmement, ils ont parlé des questions de gouvernance en insistant sur tout ce qui est détournement, corruption. Quatrièmement, ils ont parlé des questions de justice qu'ils appelaient ou qui qualifient la traque des opposants et des autres voix, et surtout cette affaire de mettre à prix la tête de certains individus. Ils y sont revenus, et la tentative de changer la Constitution. Ils disent
Ils agissaient sur fond de l'article 64 pour préserver l'ordre constitutionnel. Et la dernière question, c'est la question identitaire et la reconnaissance de leurs recommandations ou revendications qualifiées d'existentielles. Ils clôturaient leur présentation en disant leur combat était un combat existentiel. Ils mettent cette lutte pour exister parce que de part et d'autre, ils sont comme des apatrides, ils sont comme une communauté ignorée et donc ils recourent à ces forces. Ce sont les avis qu'ils ont donnés. Donc là, nous clôturons l'étape nationale comme je l'ai présenté, Kinshasa jusqu'à Goma, avec les acteurs non armés et armés. La deuxième étape a été l'étape régionale. Là, la délégation a tour à tour rencontré différents chefs d'État. Je ne sais pas rentrer dans le détail des entretiens avec les chefs d'État, mais ici, je voudrais juste rappeler en passant que nous avons vu successivement le président du Rwanda, le président du Kenya, le président du Congo-Brazzaville, le président de l'Ouganda, le président de l'Angola. Chaque président nous a accordé des audiences allant de 3 heures et plus, ça dépendait du contexte, mais ce qui converge ici, après les discussions avec ces chefs d'État, c'est le fait d'apprécier d'abord l'initiative des religieux. Ils ont dit, en tout cas, chacun sait qu'il les concerne, le mérite qu'il fallait accorder à cette initiative du fait qu'elle a non seulement eu l'idée de réfléchir au-delà des frontières, comme je l'ai dit, l'approche est à la fois sur le plan national et régional. Tous ces chefs d'État ont dit, vous avez compris, non seulement les conséquences de la crise, mais aussi les causes profondes extérieures à la crise. Donc, ne pas intégrer la responsabilité, l'implication des acteurs extérieurs, notamment des acteurs clés de pays concernés. À la région, nous avons l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi, serait une fausse manœuvre pour la solution. Donc, ils ont apprécié l'initiative parce que son approche est nationale et régionale. Deuxième élément, c'est qu'ils ont félicité le fait qu'on ait introduit la dimension scientifique. Pour dire, si vous réfléchissez d'abord scientifiquement, les contributions scientifiques vont beaucoup aider les conclusions politiques parce que ça ne sera pas le premier dialogue. La question, c'est pourquoi tous les dialogues débouchent sur la même solution et ne maintiennent pas le principe de non-répétition des conflits. Chaque saison, chaque période, et d'ailleurs, c'est ce que disait le président Félix Tshisekedi à la première audience, il dit on peut trouver des solutions. Mais si nous n'arrivons pas à arrêter les cycles infernal des crises, nous ne serons pas en train de trouver des bonnes solutions. Donc c'est dans cette dynamique que beaucoup de chefs d'État ont abordé la question, et j'ai pu vous avouer ici, et vous l'avez constaté, simplement dans la manière d'être reçu. Au niveau international, après avoir discuté avec tous ces chefs d'État, chacun avec son agenda, chacun a donné ses préoccupations, nous sommes allés en France. Pourquoi en France? Je rappelle que quand nous avons vu le président Lorenzo, c'est à double titre. À la fois comme le président de l'Angola qui a présidé les processus de Luanda, mais aussi comme le président de l'Union africaine qui est en exercice. Donc c'est pour dire qu'on n'a pas seulement vu le chef d'État, mais aussi le responsable des organisations internationales ou régionales, notamment le président ou... Kenya, c'est qui? Non. Ruto. Le président Ruto du Kenya, nous l'avons vu, pas seulement comme président du Kenya, mais aussi comme le président de l'EAC, qui est en exercice et qui a conduit un processus important. Et le président Lorenzo de l'Angola, c'était aussi à ces doubles titres. Nous avions manqué le rendez-vous avec le président du Zimbabwe qui préside à la SADC, simplement parce qu'il y a eu son agenda qui était difficile et il y avait des questions liées à la santé et tout le reste. Donc voilà, l'idée c'est qu'on a vu aussi les organisations régionales. La France, à la fois comme pays, mais aussi comme pays permanent du Conseil de sécurité qu'on appelle le P5. C'est à ce titre que nous sommes allés en France au niveau international et vous avez vu par la suite que la France, par les billets de son délégué au Conseil de sécurité, a porté plus haut la proposition des deux églises au niveau du Conseil de sécurité. Nous avons vu également en Belgique le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, avec qui nous avons aussi discuté et qui a, par la même occasion,
porté publiquement le soutien, apporté son soutien à l'initiative. Après l'étape Europe, nous sommes allés en Amérique. Nous avons eu des discussions au niveau du département d'État américain, du Congrès, notamment la Commission des Affaires étrangères, et nous avons fini au niveau des Nations Unies où nous avons rencontré le secrétaire général des Nations Unies. Toutes les discussions à ces niveaux ont convergé dans la même direction. Ce que nous pouvons ici conclure au niveau de ces étapes, c'est que nous avons réussi à faire comprendre à l'opinion nationale et internationale la nécessité d'inclure le dialogue national dans le processus de paix en cours. L'idée n'était pas de se substituer à un processus régional ou à se confronter. L'idée était de poser des passerelles de collaboration et de complémentarité parce que tous les processus menés au niveau de la région, que ce soit initialement Nairobi ou le processus de Luanda, les deux processus s'est limité sur les tensions au niveau de la région. La preuve, vous verrez que Nairobi s'est beaucoup apaisanti sur les groupes armés d'un côté, comment pacifier, et Luanda est venu beaucoup plus atténuer la tension entre le Rwanda et la RDC. Il y a eu ce qu'il y a eu. Aujourd'hui, nous saluons l'accord qui a été signé parce que, peut-être on y reviendra, il est venu en fait concrétiser un pas important par rapport à ces efforts au niveau de la région. Mais nous, l'idée c'était qu'on dise, écoutez, les conflits certainement partent de la région ou est alimenté au niveau de la région, mais il y a des interactions avec la situation interne. Dans les revendications que nous avons reçues, que ce soit des groupes armés ou des acteurs non armés, il y a beaucoup de liens intrinsèques en termes de revendications. L'idée, c'est de dire, pourquoi chercher des solutions dans une approche fragmentée? On va chercher la solution avec un groupe d'un côté, et puis on va chercher avec un autre de l'autre côté. Notre proposition, c'est de dire, il serait important de mettre dans une approche holistique par des acteurs multiples une dynamique qui pourra contribuer à trouver des solutions tant au niveau national que régional. Et c'est ce qui a été fait. L'attention aujourd'hui, vous avez compris que jusqu'au niveau international, on parle positivement de cette initiative. Et donc, j'ai conclu pour dire les enjeux qui nous restent aujourd'hui, et ce que nous avons constaté à l'issue de ces consultations, c'est le fait que le pacte ou cette initiative n'est pas bien comprise. Il y a un défi de communication, nous l'avons avoué. On n'a pas peut-être beaucoup communiqué, peut-être c'est là où vous nous aiderez en tant que professionnels. Et nous voulons insister que cette initiative n'a pas vocation de créer la polémique. C'est une initiative pastorale et prophétique. Les objectifs sont clairs. Elle n'est pas là pour faire concurrence à d'autres initiatives. C'est une contribution des églises. Encore que nous insistons être les faiseurs de paix. Nous voulons nous exhorter parce que c'est les défis qu'il y a là. Nous avons l'impression qu'à chaque fois que nous communiquons ou les autres communiquent, on veut prendre des bouts de phrases, des accidents de langage pour dénaturaliser et même mettre en péril une initiative qui aujourd'hui s'avère comme voie royale des solutions à notre pays. L'appel ici de pères spirituels, c'est de nous interpeller tous à un engagement collectif pour comprendre que l'enjeu aujourd'hui, ce ne sont pas les individus. L'enjeu, ce n'est pas les CC la Senco. L'enjeu, c'est que nous sommes face à une crise politique, diplomatique et sécuritaire. Pour résoudre cette affaire, il nous faut une vue assez globale et avoir un engagement collectif. J'ai dit et je vous remercie. Je vous donne ça. Merci beaucoup. Dans son mot, le révérend Eric a montré la pertinence de l'étape de réflexion scientifique, la contribution des experts.
Et il est maintenant question de lancer l'appel à l'intelligentsia, donc aux experts par rapport aux thématiques relevées liées aux causes profondes de la crise. Mais avant cela, je veux juste donner quelques éléments de thèmes de référence de ces réflexions scientifiques pour que vous compreniez davantage de quoi il est question. L'objectif général des ateliers scientifiques que nous projetons, c'est de donner la contribution, d'offrir la contribution de sacrifices, plutôt des scientifiques, des experts, qui pourront servir de boussole stratégique pour la transformation intégrale de la République démocratique du Congo. Donc les scientifiques proposeraient aux autorités publiques, communautaires, les acteurs du développement, un cadre de gouvernance par rapport aux thématiques relevées qui pourrait guider ceux-là dans leur ministère social. Donc il ne s'agit pas d'imposer à l'État ce qu'il doit faire, d'imposer à qui que ce soit ce qu'il doit faire, mais c'est un cadre stratégique. Et l'avantage, c'est que ça pourra inspirer tous les politiciens, les acteurs politiques, quelle que soit la philosophie politique. Vous savez, ceux qui sont dans les entreprises, ils savent l'importance du plan stratégique dans une organisation. Mais ce plan stratégique s'élabore facilement s'il y a déjà un cadre stratégique. C'est à cela que nous voulons arriver par rapport à la gouvernance du pays. Donc, ça ne va pas déranger la gouvernance, mais bien au contraire. Juste un exemple. Si vous êtes vraiment des journalistes professionnels, vous devriez être intéressé du contenu des programmes des partis politiques lors des campagnes électorales. À quoi nous assistons? Généralement, ça devient des attaques des opposants plutôt que de proposer à la nation un programme costaud. Voilà, si je suis élu, voilà, dans le détail. Alors, ça devient maintenant de promesses. Donc là, les scientifiques contribueraient avec leur lumière pour que nos partis politiques puissent s'en inspirer, avoir des programmes d'action solides et bénéfiques pour le pays. Et donc là, c'est l'objectif général. Les objectifs spécifiques, c'est aussi dans la même perspective, dans chaque secteur. On pourrait déjà, comme l'a dit le révérend Eric, donc les réflexions sont orientées pour arriver à proposer ce que pourrait être la RDC dans les meilleures conditions jusqu'en 2060. Donc ça concernera aussi ceux qui viendraient après le pouvoir actuel. Donc là, je veux bien insister parce qu'il y a eu manipulation de l'idée. Ce n'est pas pour celui qui vient après le président Félix, à moins qu'on dise qu'il va vivre jusqu'en 2060. Là, je concède. Alors, pour cela, le secrétariat technique a proposé des commissions thématiques, mais alors ça, c'est sous réserve des amendements des parties prenantes. Parce que la facilitation, la médiation ne doit pas imposer aux parties prenantes. Bien sûr, c'est une initiative de deux églises, mais nous voulons proposer ces thématiques qui pourraient éventuellement être enrichies et amendées par les parties prenantes. C'est très important. Il s'agit de la commission Défense nationale et sécurité régionale, commission politique institutionnelle et diplomatique, commission cohésion nationale et bonne entente intercommunautaire, commission justice et paix, commission vivre ensemble transfrontalier. Donc, c'est à titre indicatif, au fait, les scientifiques qui vont réfléchir pourront aussi amener leur input pour améliorer davantage. Le profil des experts à titre sommaire,
chercher dans l'élaboration pour ce forum scientifique doit posséder des compétences sectorielles tant avérées qu'adaptées aux enjeux stratégiques et opérationnels. Voici les principaux profils recherchés. Spécialiste en civisme et éthique de la gouvernance, spécialiste en planification stratégique, vous aurez le contenu dans le texte, expert sectoriel, c'est-à-dire éducation, santé, sécurité, intégrité territoriale, infrastructure de base, télécommunications, nouvelles technologies, etc. Économiste et analyste financier, spécialiste en développement durable, consultant en gestion de projets, voilà. Et la durée de la mission et des modalités de coordination, la mission initiale de 2 à 5 semaines, donc qu'on leur propose pour qu'ils puissent réfléchir à la lumière de ces éléments, et un travail de tri sera fait. Révision et restitution de 1 à 3 semaines complémentaires. Travail sur la supervision du secrétariat technique du pacte social, appui méthodologique et logistique de la cellule d'appui technique. Donc, il s'agit ici de tout le travail d'accompagnement et de coordination parce que ces scientifiques sont de plusieurs écoles, de plusieurs tendances. Donc, il faudra quand même une cellule qui devra filtrer tout ça par rapport à l'objectif visé. Alors, je passe directement à l'appel. Très chers compatriotes, l'essor de toute vie humaine en société dépend d'abord et avant tout de la qualité de son intelligentsia nationale. Qu'il s'agisse de rationaliser les actes publics ou d'ennoblir aussi bien l'agir politique que nos tâches quotidiennes. Qu'il s'agisse de renforcer la conscience civique ou de répandre les vertus morales et sociales de la bonne citoyenneté. Qu'il s'agisse de faire face à l'impératif du perfectionnement incessant des intelligences amélioratives des conditions matérielles de vie dans le pays. Sans l'implication dynamique et décisive de cette couche sociale primaire qu'on appelle intelligentsia nationale, point de salut pour tout destin national. Cette intelligentsia, cette matière grise patriotique, ce sont ces hommes, ces femmes et ces jeunes qui exercent des métiers impliquant du travail scientifique, technique ou informatique, à savoir les universitaires, les chercheurs, les penseurs, les littéraires, les ingénieurs, les médecins, les enseignants, les juristes, les capitaines d'industrie, les entrepreneurs, les artistes, etc. Alors, professionnels expérimentés, savants et sachants congolais, réveillez-vous, levez-vous et manifestez-vous. Le pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble a besoin de vos savoirs, de vos savoir-faire et de vos savoir-être. Vos deux églises, la CENCO et l'ECC, vous prient d'envoyer vos contributions scientifiques et techniques en prévision de la tenue des ateliers citoyens de la nation, où il sera question de concevoir, élaborer et fournir des feuilles de route stratégiques et pratiques du redressement intégral accéléré de notre pays. Universitaires, chercheurs, penseurs, littéraires, ingénieurs, médecins, enseignants, juristes, capitaines d'industrie, entrepreneurs, artistes, etc., vous êtes sollicités à accepter patriotiquement
de relever le défi de la production des outils politiques, économiques, sociaux, juridiques, culturels, infrastructurels et géostratégiques de la construction de la paix et du bien vivre ensemble dans notre pays et dans la région de Grand Lac. Très chers compatriotes, experts et spécialistes, le dialogue scientifique a été placé au cœur de l'initiative du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble parce que le Congo que nous devons construire ensemble d'ici à l'horizon 2060, année du centenaire de l'indépendance nationale, exige de l'agir politique comme du comportement citoyen en général, des attitudes et postures intègres, expertes et techniques. Par conséquent, vous, spécialistes, experts et professionnels expérimentés, vous qui êtes intéressés, nous vous invitons à envoyer dès à présent vos contributions selon les 3 rubriques ci-après. Les causes profondes de la crise identifiées, d'une part, d'autre part, les solutions concrètes pour sortir de la dite crise sous forme de recommandations ou orientations claires, pratiques et pragmatiques et holistiques adaptées à chaque secteur, à chaque territoire, à chaque province, et enfin, un calendrier précis de mise en œuvre de solutions, de recommandations ou des orientations préconisées. Voilà pourquoi il paraît nécessaire que ces contributions citoyennes stratégiques soient accompagnées par quelques éléments d'identité scientifique de chaque expert ou spécialiste contributeur. Il s'agit notamment d'un bref curriculum vitae, d'une déclaration motivée spécifiant ou décrivant votre champ d'expertise et de spécialisation ou encore votre domaine de recherche, d'un mot attestant votre volonté de figurer dans l'annuaire des spécialistes et experts congolais que cette initiative compte rendre publique après les travaux des ateliers citoyens de la nation. Tout document justifiant des années d'expérience dans les champs d'expertise ou de spécialisation et facultativement toute publication scientifique inhérente à votre champ d'expertise ou de spécialisation. Chers compatriotes, experts spécialistes au pays comme à l'étranger, au travers de cette étape de renaissance intellectuelle nationale de l'initiative Pacte social, la Conférence épiscopale nationale du Congo et l'Église du Christ au Congo demandent à l'Éternel de donner à chacun et à chacune de vous la force d'offrir à notre nation si meurtrie un moment de valorisation des savoirs, des sachants et des savants de notre patrie, la République démocratique du Congo. Mieux encore, une ultime opportunité de résilience intellectuelle collective radicale pour un tournant politique, économique, social, culturel et civique historique. Experts et spécialistes, professionnels, entrepreneurs expérimentés, universitaires, chercheurs, penseurs, ingénieurs, travaillons tous et toutes méthodiquement et résolument au salut du Congo, notre patrie. Envoyez patriotiquement vos contributions, inscrivez-vous, contactez-nous. Et ensemble, donnons à notre pays un pacte social pour notre paix et le bien vivre ensemble congolais. Je vous remercie. Merci Monseigneur, merci Révérend Eric pour le rapport et pour l'appel. Chers amis, nous sommes au moment
et l'échange. Le grand Éric a brossé le rapport et ce qui a été fait. L'objectif était d'enlever, tout le monde l'a entendu, les zones d'ombre. Monseigneur, Donatien vient de lancer l'appel à notre intelligentsia, parce que nous devons construire pour le Congo du centenaire. Et le Congo du centenaire vient en 2060. Le pacte, jusque-là, c'est une initiative. Et cette initiative doit être construite. Cette initiative doit avoir le corps. Reste avec nous tous. Si vous avez des questions, c'est le moment de poser ou éclairer. Nous allons prendre 5 personnes. Pascal. Vous, oui. J'ai vu une main là-bas. Il est des dames. Présentez-vous et puis, voilà, la dernière est ici. Présentez-vous et posez justement votre question. Et précisez à qui vous voudrez. Merci, Révérend. Pasteur Révérend et Pasteur Révissel a proposé la disjonction du processus entre Kigali et Goma, donc l'AFC 23, pendant que Kinshasa estime qu'il n'y a pas d'AFC 23 sans Kigali. Comment faire comprendre cela pour pouvoir en place à Kinshasa? Parce que l'actualité fait encore hier, parce que par le pacte social, sous l'égide des États-Unis, un accord de paix a été signé. Quelle réaction du pacte social que vous êtes et comment entrevoyez-vous l'avenir de cet accord? Merci. Merci, c'est M. Moukébé. Donc, je parle au nom de la jeunesse que vous venez de mentionner et cette jeunesse que vous avez eu à recevoir dans la grande salle là au-dessus. Mais malheureusement, puisque ce jour-là, vous vous rappelez, pendant les échanges, il avait été ressorti qu'il faudrait que nous puissions avoir un entretien entre les responsables du pacte et exclusivement avec la jeunesse, puisque de toutes les façons, tout ce qui s'est fait au nom et pour le compte de cette majorité silencieuse qui est victime de tout ce qui s'est fait. Mais jusqu'à présent, ce rendez-vous n'avait pas eu lieu et pourtant nous avions fait notre part de pouvoir contacter le pacte. Et aujourd'hui, le constat est que, vous venez de le dire même, sur le plan populaire, le pacte n'est pas non seulement connu et mal compris. Et maintenant, nous pensons que la faute revient donc du fait que vous n'avez pas pu répondre à ce besoin. Et maintenant, ce que nous voudrions peut-être dire, c'était d'insister sur le fait de la participation de la nouvelle génération dans tout ce qui se fait dans notre pays. Puisque le cas, ce n'est pas tout simplement par rapport au pacte, mais nous insistons aussi sur ce qui se fait à Washington, à Doha et à Luanda. Le problème, c'est que l'élite, et d'ailleurs, qui est le responsable de tout ce qui nous arrive, vous faites des choses sans pour autant associer les concernés, et après, les conséquences, c'est nous qui le payons. Et là, c'est une encore recommandation que nous voudrions faire, c'est de ne pas laisser cette grande majorité de la population, qu'on appelle abusivement tout simplement jeune, mais pourtant, elle est maintenant mature, et il faudrait qu'elle soit associée, qu'elle soit préparée, puisque vous parlez de 2060, vous avez bien insinué, même vous-même, je ne sais pas si vous serez là, mais il faudrait que vous puissiez vous assurer que ce que vous laissez, il y a ceux qui comprennent et qui vont mettre ça en pratique. Et donc j'insiste sur cela, puisque ça s'est fait avec le pacte, et moi je pense qu'il n'est pas encore tard, on peut corriger, pour que vous puissiez réellement associer. Puisque vous avez parlé des revendications des jeunes, moi je me demande, vous avez eu ça où? Mais ce qui s'est fait, c'est que la plupart des gens, on se rencontre, on dit oui, les jeunes veulent ceci. C'est bien beau de le dire, mais c'est mieux
si vous nous associez, on se met, on donne au-delà de ça, mais aussi non seulement donner des idées, mais que les jeunes soient aussi partie prenante de tout ce qui se fait. Non seulement venir parler au nom des jeunes, les associer dans les idées, les associer dans le rapport, mais qu'ils soient partie prenante et que le résultat du pacte, que le résultat de la gouvernance puisse réellement aussi associer cette jeunesse. Et moi, je crois que ça sera une solution, et la solution à long terme, comme vous êtes en train de le vouloir. J'ai dit merci. Madame Enfant, s'il vous plaît, posez la question. Et si vous avez une recommandation, faites ça. Je suis Madame Déborah de Biwan. Ma question, en fait, les évêques ont rencontré les acteurs sociopolitiques qui leur ont certainement fait des recommandations qu'ils ont remis au chef de l'État. Alors, selon vous, qu'est-ce que le chef de l'État devrait prioriser pour la mise en œuvre de ce pacte? Oui, madame. C'est Alpha Minoala de la RTVCC. Je vais aborder dans le même sens que la consoeur, sauf que récemment, nous avons suivi aux infos. Il y a une délégation des confessions religieuses qui a été reçue par les chefs de l'État, et ce dernier lui a demandé de mettre en commun leurs idées avec le pacte qui est prôné par les CC et la SENCO. Alors, je me demande, les deux églises qui ont commencé l'initiative sont-elles prêtes à accepter cette recommandation du chef de l'État? Merci, madame. Je pourrais commencer, tu vas me compléter. Bonjour, je suis Ciara Wabi-Linda de Kin 24 Télévision. Mes deux questions sont pour nos deux pasteurs. Aujourd'hui, que comptez-vous faire si quelques acteurs du régime en place mettaient les bâtons dans les roues pour le dialogue national inclusif que vous prenez tant? La deuxième question, c'est: vous avez consulté presque tout le monde, les chefs d'État, les acteurs de la société civile, mais l'ancien président de la République, Joseph Kabila, séjourne dans la partie orientale, plus précisément à Bukavu. Est-ce que vous comptez le consulter aussi? Voilà. À vous la parole pour la première série. Merci beaucoup, pasteur Maurice. Je pense, comme le disait le pasteur Maurice, pour introduire la partie, nous devons vraiment, c'est cela l'effort auquel nous voulons tous nous livrer, comprendre les enjeux. Ça, je l'ai dit d'ordre général. Pour nous et pour tous les Congolais, l'enjeu majeur de cette crise, je l'ai dit, c'est une crise à la fois politique, diplomatique et sécuritaire. Et que tout ce que nous sommes en train de faire, que ce soit cette initiative ou d'autres, nous devons rester dans le même intérêt. Parce que si l'enjeu n'est pas compris, le problème est mal posé, souvent on donne des mauvaises solutions. Que comprendre de l'approche mixte de séparer l'agenda de Kigali de celui de Goma ou du M23, et vous avez mentionné l'accord. Je pense, en tout cas l'initiative pense, nous pensons aujourd'hui qu'avec la signature de l'accord qui est intervenu hier, comme vous l'avez dit, les choses deviennent beaucoup plus claires en termes d'évolution. Je crois avoir suivi quelques autorités qui rappelaient justement la dynamique évolutive aujourd'hui dans le traitement de la question. À observer ce qui ressort de cet accord, vous avez vu, j'espère que vous l'avez lu comme nous, il est clair que l'accord lui-même sépare les choses. D'une part, il y a des engagements que la RDC a avec le Rwanda dans l'esprit de cet accord, mais l'accord renvoie à un autre processus que celui des Doha en ce qui concerne l'AFC M23. Nous sommes les plus heureux, c'est pourquoi nous avons dit, nous saluons à juste titre cet accord qui vient aider à structurer un peu le cadre et à donner des couloirs
ce n'est pas encore une fin, mais c'est un bon début. Si les choses sont exploitées, je ne fais pas un jugement des valeurs sur l'accord, ce n'est pas mon intention, mais j'ai dit, je prends juste cet aspect pour dire, c'est beaucoup plus clair aujourd'hui. Ça suppose que même le gouvernement a évolué dans sa lecture des choses. Si nous sommes dans le contexte de janvier et on voit ce qui se passe aujourd'hui, effectivement, il y a une évolution à encourager du reste. Donc pour nous, c'est comme ça que nous avons vu. Et cela est efficace, nous l'avions dit au chef de l'État. Ça nous permet de ressortir justement les revendications de chaque entité, de voir qu'est-ce qui est convergent à leur niveau, qu'est-ce qui est divergent, jusqu'où vont les intérêts des uns et des autres. Ça nous permet de créer les couloirs, ce sont des mécanismes de négociation, et savoir comment récupérer les revendications dans la dynamique nationale. Donc nous avons estimé que ce serait une approche efficace en lieu et place de laisser chaque groupe, c'est comme ça que j'ai parlé, des solutions fragmentées. S'il faut que nous trouvions des solutions propres à chaque groupe, sinon les autres vont dire, mais nous aussi pour se faire entendre, il faut que nous fassions ceci ou cela. Deuxième question, enfin ça c'est pas une question, je voudrais juste apaiser notre frère de la jeunesse, en parlant de la jeunesse effectivement, je voudrais vous rappeler que ce jour-là, il y a eu quand même des discussions avec les responsables qui étaient restés avec vous, et c'est de là que nous avons pris ces cahiers des charges. Mais j'insiste aussi que nous n'avons pas consulté qu'à Kinshasa, même en province. Mais votre demande reste fondée. Je crois que nous allons nous organiser pour vous réserver une réponse appropriée. Je vais laisser les autres questions, mais peut-être que je termine par la dernière, les deux autres en rapport avec l'audience du chef de l'État. Je crois que Monseigneur va y répondre. Je vais répondre à notre soeur de Kin 24. En fait, c'est une omission dans la lecture. Le président, l'ancien président Kabila, nous l'avons consulté par 2 fois d'ailleurs. Donc, il a été consulté en amont. C'est vrai que quand nous faisons les recoupements des revendications, il y a aussi des choses qui ont été développées après notre consultation. Notamment, vous avez fait allusion à sa présence à Goma, il y a eu ce qui s'est passé ici au Parlement, les vies immunité. Tout ça est arrivé après notre passage avec lui. Mais il a été consulté. Voilà. Bon, avant de répondre à Biwan, j'ajouterai un petit commentaire à la première question. Je crois que cet accord doit positivement être salué parce que, comme a dit le révérend Eric, ça nous facilite les choses. Et puis, bon, moi, ça me fait plaisir parce que ça nous donne finalement raison. On a été critiqué quand on avait avancé la nécessité de parler avec tout le monde, y compris avec ceux qui ont pris les armes. On nous a traités de traîtres et je crois que maintenant que l'État congolais s'est engagé clairement dans cet accord-là, montre clairement que le père spirituel avait raison. Évidemment, nous, on voyait d'abord les choses commencer par au niveau national et puis au niveau sous-régional. Et au niveau sous-régional, c'est d'ailleurs l'aspect le plus compliqué. Mais là, je crois que la tâche nous a facilité. Mais je voudrais surtout dire que, étant donné que l'accord intègre, pour parler entre le AFC M23 d'Owa et le gouvernement, c'est déjà un dialogue congolais. Alors là, je crois que ça montre aussi la pertinence du dialogue national parce qu'il ne faudra pas donner comme message on ne peut dialoguer qu'avec ceux qui ont pris les armes. Ça, c'est très dangereux. Et je suis content que les choses évoluent justement dans le sens qu'il faudrait suivre pour arriver à une paix durable. Pour la jeunesse, la réponse que le révérend Eric a donnée vaut. Mais on n'a pas complètement oublié le jeune. Le rendez-vous, oui, mais pas les jeunes, parce que le professeur Didier Moumengi a fait le tour des universités pour donner des conférences explicatives. Mais là, c'est quelque chose d'important qui devrait être fait pour vous. Alors, qu'est-ce que le chef de l'État devrait faire? Je crois que cette question souligne le rôle du chef de l'État, étant donné que notre dynamique est dans la perspective du respect de l'ordre constitutionnel. C'est lui le président de la République, il est là dans son mandat.
s'il ne dit pas oui, rien ne se fera. Alors, ce que nous sommes en train de faire maintenant, et on a commencé par dialoguer avec vous, lui, maintenant nous continuons à dialoguer avec ses services, c'est de lui faire voir la pertinence des détails de ce que nous proposons. Évidemment, là, il faut faire la différence entre chef de l'État comme institution et l'Union sacrée comme partie prenante. L'Union sacrée comme partie prenante aura les mêmes droits que l'opposition comme partie prenante. Mais l'institution chef de l'État a ses prérogatives qu'il faut lui reconnaître à ce stade ici. Et nous sommes en train, justement, vous avez suivi là, il nous a confié une équipe de travail. On continue à réfléchir. Étant des hommes de Dieu, nous continuons à prier et nous comptons beaucoup sur les grâces des neuvaines qui ont été faites dans toutes nos paroisses à cette intention. À propos des confessions religieuses, bien sûr, l'initiative est une initiative de l'Église catholique et l'Église protestante. Mais la nature de cette initiative, le pacte social et le bien vivre ensemble, nous demande d'être ensemble. Voilà pourquoi, avant même d'aller voir le chef de l'État, avant même de rendre publique cette initiative, on avait déjà pris langue avec l'un ou l'autre, notamment Cheikh Abdallah, l'archevêque de Dokamba, pour leur expliquer, et ils avaient salué. Après avoir vu le chef de l'État, nous sommes rentrés auprès de la plateforme de confession religieuse pour leur expliquer davantage la feuille de route. Alors, ils nous ont demandé de leur envoyer les textes pour qu'ils s'en imprègnent davantage parce qu'on avait parlé oralement et ils allaient réagir. C'est la réaction que nous attendons jusqu'aujourd'hui. La réaction peut être quoi? Oui, c'est bon, mais il y a lieu d'améliorer là-bas. Oui, ça, on peut faire ça de cette façon. C'est comme ça qu'on a consulté. On a consulté parce qu'on ne veut pas dicter quelque chose à nos compatriotes. Donc, jusque-là, nous n'avons pas reçu cette réaction promise. Ça signifie que, donc, pour nous, nous sommes ouverts là, ensemble avec eux dans le cadre de l'initiative que nous avons conçue. Que cela ne tienne, quand bien même ils n'ont pas réagi, dans les réflexions que nous sommes en train de faire pour la mise en œuvre de ce dialogue qui pourra aboutir au pacte social, les réflexions que nous devrons partager avec les parties prenantes, nous intégrons aussi, ils ont aussi leur place là. Donc, de notre côté, ce n'est pas un problème. Alors, maintenant, nous avons suivi comme vous qu'ils sont allés présenter une autre initiative dont nous ne connaissons pas les tenants et les aboutissants. Est-ce que c'est une initiative complémentaire? Parce que je dis que c'est pour la réconciliation. Hein? Qu'est-ce que le contenu? Je ne sais pas. S'il s'agit de prier ensemble, un culte œcuménique pour obtenir la grâce de la réconciliation, ça ne gênerait pas du tout. Donc, ne connaissant pas la nature de l'initiative qu'ils apportent pour notre initiative, je crois que maintenant on vient de faire le rapport, les objectifs, les différents partis, c'est connu. Il faudra qu'on sache de quoi il est question pour apprécier. Mais alors, il faudra, nous, on a une initiative que la classe politique peut prendre ou rejeter. Une des parties prenantes peut prendre ou rejeter. Mais si on nous amène une autre initiative ou une symbiose qui ne cadre plus à notre initiative, là, il faudra, et il faut le retenir, ça c'est très important, il ne s'agit pas de l'initiative de quelques individus, il s'agit des institutions. Donc s'il faudrait un jour quitter cette initiative, il faudra que du côté catholique, tous les évêques se réunissent pour voir si cette initiative sera acceptable ou pas, de la même façon du côté des protestants, leur synode. Donc nous sommes dans le cadre de notre initiative et les autres confessions ont leur place prévue. Merci. Merci beaucoup pour la deuxième série. Nous commençons ici. Deux personnes, troisième, quatrième et septième. Je suis Clément Mwamba pour le compte des actualités.cd. J'aimerais savoir, ma première préoccupation, celle de savoir, après votre rencontre avec les chefs de l'État, on aurait appris que le chef de l'État
s'est montré favorable à l'initiative, mais il est contre la participation de certains leaders de l'opposition, notamment Joseph Kabila, Moïse Katumbi. Est-ce que vous pouvez affirmer cette version des faits-là? Et deuxième préoccupation, à quand les débuts des travaux avec l'équipe de la présidence telle que recommandée par le chef de l'État lors de la dernière rencontre? Et les travaux vont durer combien de temps? Merci. Merci beaucoup. Ange Allo qui pour le compte de sasastudio.net, après consultation et également après rencontre avec le chef de l'État, vous en tant que confession religieuse, quels sont les éléments concrets que vous trouvez essentiels pour la résolution de cette crise? Merci. Merci, je suis Médard Elongue de la rédaction RTVL et le magazine Deuxième Œil. D'abord, j'aimerais vous féliciter et vous dire merci pour cette initiative aussi louable. Alors, j'aimerais poser deux questions. D'abord, j'aimerais parler de Thomas Lubanga et sa bande. Pourquoi vous n'avez pas tenu compte de lui pour pouvoir l'écouter aussi et peut-être l'associer dans cette démarche? Deuxième question, que prévoit le pacte social pour les auteurs des atrocités commises à l'Est de la République après le dialogue, bien sûr? Y aura-t-il des poursuites contre eux ou ce sera le pardon et on passe? Et si ce serait le pardon qui va régner, ne pensez-vous pas que cela constituerait une jurisprudence pour les autres insatisfaits dans les prochains jours? Merci. Alors, ma question, c'est aussi une proposition. Vous avez présenté les commissions. Je n'ai pas suivi s'il y a une commission sur les femmes. Est-ce que vous allez les insérer dans d'autres commissions ou vous y avez pensé? Ça serait quand même utile de créer aussi une commission des femmes où les hommes aussi peuvent y être. Parce qu'entre les femmes, on peut se dire les choses, on peut aussi discuter entre nous et on se sentirait à l'aise que là où il y a les hommes. Ça, c'est ma préoccupation. Deuxièmement, je voulais savoir, est-ce que vous avez déjà commencé à travailler avec l'équipe que la présidence vous a proposée? Est-ce que ça marche déjà? Et de quelle manière que vous comptez travailler avec eux? Puisque ça risquerait aussi de créer des frustrations d'autre part, comme si l'initiative est plus achetée par, excusez-moi les termes, par les gouvernements que les autres partis politiques. Pour mettre tout le monde sur les mêmes pieds d'égalité, quels sont les mécanismes que vous pensez mettre sur pied pour que tout le monde se sente à l'aise? Voilà mes questions. Oui, c'est ça. Moi, c'est Fiston Batou, je suis à la radio Héritage. Je pense que la majorité des questions ont été déjà posées, mais je reste avec une question que je vais poser. Aujourd'hui, les indicateurs montrent déjà qu'il y a raison à l'initiative de l'Église que vous avez prise pour la situation qui traverse notre pays. Et aujourd'hui, on voit que tout le monde parle de votre but, qui est donc le dialogue, que tout le Congolais se pousse à mettre toute une table pour parler des vérités en face pour l'avenir de notre pays. Mais même le chef de l'État aussi que vous avez vu, et je pense même lui aussi parle de cette question de la cohésion nationale. Mais maintenant, la question qui se pose, et que moi aussi je veux poser aujourd'hui, si le chef de l'État se prononce aujourd'hui tant que le gardien de la nation, ou des bonnes institutions de la République, qui est ce forum national que vous appelez le dialogue, et porter le choix de notre facilitateur et pas l'Église ECC et catholique, quelle serait votre réaction? Merci. Merci beaucoup pour la deuxième série de 5 questions. Ma question. Intervenant, vous avez la parole. Voilà, merci. Pour que je me rassure, la question de l'actualité, vous avez dit l'avis du chef de l'État contre les autres. Le chef de l'État a salué l'initiative oui. Et nous a encouragé, mais il a refusé la participation des des autres personnalités. Voilà. Exact. Je sens que la question est un peu transversale
À ce stade, nous voulons noter avec vous. Aujourd'hui, nous avons fait le rapport d'information de la première phase. C'est un devoir de redevabilité et ceci pour permettre à l'opinion publique de comprendre la pertinence, les forces, les difficultés, les enjeux. C'est ça qu'on doit d'abord retenir, c'est ça l'actualité. Maintenant, à cela, il y a une autre phase qui est en cours. C'est qu'on peut considérer les étapes suivantes de l'initiative. Et cette phase a été lancée à partir de l'audience nous accordée par le chef de l'État. Parce qu'il y avait 2 points. À la fois, lui présenter ses rapports avant de les rendre publics. C'est par respect à l'institution président. Avant de commencer, nous avions commencé par lui. Et on ne pouvait pas passer à une autre étape sans faire la même chose. Maintenant, pour le deuxième point, nous devons noter que les discussions sont en cours. Ici, on ne peut pas dévoiler déjà les éléments des discussions parce qu'un processus de paix est toujours complexe, pertinent et parfois long. Vous voyez ceux qui sont à Doha, ça fait combien de temps ils sont là? Donc on ne peut pas considérer les postures des négociations comme forcément bonnes ou mauvaises foi. Donc ici, je voudrais vraiment que nous soyons apaisés. Ce n'est pas encore le moment de faire des jugements des valeurs sur un avis donné parce que nous nous en tenons à ce qui est officiel. Vous ne nous avez pas entendu au sortir de l'audience dire que le chef de l'État a accepté les uns et a refusé les autres. Vous n'avez pas non plus entendu la présidence de la République relayer cela. Ça, c'est le bruit, enfin, j'appelle ça comme ça, mais c'est ça les réseaux sociaux. Or, nous ne sommes pas là pour commenter les réseaux sociaux. Nous commentons la position de nos institutions et ce qui est vraiment officiel. Donc, considérez cela. Tant que ça ne ressort pas de nous, il ne nous revient pas de les commenter. Le plus important, c'est de nous en tenir à ce qui est officiel. Donc, il y a une équipe qui est mise à contribution dans les réflexions, parce que vous savez, pour qu'on en arrive, quelqu'un l'a dit, au dialogue depuis longtemps, que ce soit la conférence nationale, soit il y a un acte administratif qui est pris par l'autorité institutionnelle, notamment le chef de l'État, soit il y a un accord de principe. Ça, on ne peut pas changer la règle. Comme ça que les collègues disaient ici, il faut faire la nuance entre le président de la République qui est une institution et la majorité qui est une famille politique. Ici, nous parlons du chef de l'État. Avec tout respect, on ne peut pas dévoiler, n'est-ce pas? Si lui-même ne le fait pas, auquel cas ce serait son porte-parole ou alors son directeur de cabinet qui le rendrait public. Nous savons que nous lui avons parlé, il a accordé un intérêt soutenu à notre rapport. On a discuté comme nous discuterons et nous discutons, je prends déjà la deuxième partie de la question, avec les autres parties prenantes. Donc la discussion reste la règle d'or. Donc il a tout le droit de donner ses avis, ses commentaires et même ses critiques. C'est comme ça que le travail va dans sa maturité. Chaque étape, nous contribuons, nous récupérons les avis pour renforcer le travail. Voilà un peu ça, c'est d'ordre général. Pour tous ceux qui ont ce genre de préoccupations, nous ne pouvons pas ici commenter tout ce qui relève des discussions internes avec l'institution ou le travail qui est en cours avec la commission de la présidence. Les débuts des travaux, c'est déjà fait. On a déjà commencé depuis, immédiatement après l'audience, on a déjà commencé les travaux, les discussions avec l'équipe de la présidence. Après la rencontre avec le chef de l'État, les éléments... Oui. Juste un commentaire. Il a dit, on a déjà une expérience de dialogue politique. Quand le président Kabila avait confié à la SENCO la médiation, on était pratiquement à cette étape ici, où il fallait mettre les choses en musique. Il faudra mettre d'accord les uns les autres sur les principes éventuels. Le président Kabila a reçu les évêques, c'était le 28 octobre 2016, mais on a commencé qu'en décembre. Pendant ce temps-là, on faisait des va-et-vient entre la présidence et l'IMET. Très bien. Alors, les éléments essentiels, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est plus important à cette étape, j'attire encore une fois notre attention,
Maintenant que nous discutons, nous parlons de ces sujets, nous ne devons pas perdre de vue qu'il y a un accord qui vient d'être signé. C'est un élément important qui jouera dans la construction de notre argumentaire collectif. Il faut prendre cela en compte parce que beaucoup de questions soulevées ont déjà des réponses et ça c'est encore un autre débat. Mais en même temps, nous pensons qu'au-delà de tout, notre lecture, aujourd'hui, il faut vraiment la volonté politique de tous les acteurs. Parce que quand vous écoutez les postures des négociations, nous qui sommes un peu dans ce travail depuis des années, on sait que ça commence comme ça. Quelqu'un va vous dire, moi je vais discuter avec X, mais pas avec Y. Il faut considérer certaines choses comme des postures de négociation. Et c'est normal, c'est des droits. Le travail justement du médiateur, c'est de voir comment concilier les vues, dégager une feuille de route qui sera consensuellement raisonnable et acceptable. Et à partir de là, les choses vont se mettre en musique. C'est vrai qu'il y a des urgences, notamment les questions humanitaires. Nous ne voulons pas non plus. Et si les choses n'évoluent pas dans les bons sens, les églises, vous le savez, comment elles fonctionnent, nous reviendrons par devant vous pour vous faire l'évolution. Ce n'est pas encore le moment, nous restons optimistes, positifs, nous sommes des hommes d'espérance, nous prions, nous conseillons, nous écoutons, parce que tout le monde veut la paix. Aujourd'hui, personne contredit ces schémas du dialogue national. C'est aujourd'hui clair dans nos esprits, tout le monde aujourd'hui parle de dialogue national. Maintenant, comment y arriver, ça c'est encore une autre paire de manches. Thomas Lubanga, nous l'avons rencontré. Peut-être qu'on n'a pas donné les détails parmi les acteurs rencontrés. Nous l'avons rencontré à Kampala, en TB. Avant qu'il prenne les armes. Voilà, avant qu'il ne lance son initiative. Mais il nous avait déjà fait part. Il a même donné son cahier des charges. Et nous avons, le père spirituel lui avait demandé d'attendre, mais il y a une autre dynamique, peut-être ce n'est pas encore le moment. C'est cela aussi l'intérêt pour nous d'insister sur le fait qu'il faut considérer tous les acteurs. C'est ça l'essence de votre question qui est pertinente. Parce que par moments, on a l'impression de singulariser la responsabilité des acteurs. Alors que nous qui sommes arrivés sur terrain, vous parlez de Thomas Lubanga, mais on parle de moins en moins de Wazalendo. On parle de moins en moins des autres groupes armés. C'est pourquoi l'essence du dialogue national, c'est prendre en compte toutes ces dimensions internes et qu'on trouve une solution qui va nous aider à arrêter ce cycle infernal des conflits. Le pacte prévoit quoi? En question des crimes, je voudrais insister ici, comme Monseigneur l'a dit, les modérateurs l'ont aussi souligné, le pacte n'existe pas encore. Le pacte est une initiative. Donc, nous n'avons pas de posture préalable pour dire, avant même les dialogues, voilà ce que serait la conclusion. Non, 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 non. Notre rôle, c'est que nous avons pensé offrir un cadre réflexif et politique pour que le fils et les filles réfléchissent, mais nous estimons s'arrêter seulement sur la question de paix, gouvernement d'union nationale, on n'aura pas résolu les problèmes profondément. Qu'on aille au-delà de ces considérations pour trouver ce que nous appelons pacte social. Le reste, je laisse à Monseigneur, il va répondre. Merci. À la sœur Aimée, que soit rassuré que les femmes ne sont pas oubliées. Dans toutes les thématiques, il y aura des femmes. Même l'appel qui est lancé ici à l'intelligence, ce n'est pas lancé seulement pour des hommes. Il n'y a pas de problème propre aux femmes et de problème propre aux hommes dans ce cadre ici. À moins que vous disiez que les femmes ont une responsabilité spéciale dans la crise actuelle, alors là, bon, on pourra mettre une commission sur la responsabilité des femmes. Mais je crois que les femmes ont leur place partout. Et quoi faire si le chef de l'État ou une partie prenante refuse, qui accepte le dialogue, mais pas avec la CENCO et l'ECC? C'est tout à fait normal, c'est leur droit. Nous, on ne peut pas, les églises ne s'imposent pas. L'objectif, c'est le dialogue. Alors, le dialogue qui réunit toutes les parties prenantes. Mais si, en dehors de nous, ils trouvent une autre médiation nationale qui met d'accord toutes les parties prenantes, qu'est-ce que nous allons faire? On n'est pas des chômeurs quand même. On n'est pas des chômeurs. Et aussi, ne perdez pas de vue que nous sommes dans notre posture pastorale. Et pour que ça ait lieu, il faut qu'on se mette d'accord, que nous acceptent et que ce que nous proposent corresponde aussi à notre mission. Ce n'est pas aussi impossible que les églises disent que non,
à ce stade, nous nous retirons. Mais nous n'en sommes pas là. Je crois qu'il faudra prier pour que ce travail commencé ensemble s'achève ensemble. Sinon, ce n'est pas un problème. Si d'abord nous travaillons pour Dieu, hein, il aura vu ce qu'on a fait jusque-là, avec quelle intention on l'a fait. C'est tout. Peut-être un commentaire sur la question. Il faut nuancer ou faire la différence entre le dialogue vu sous l'angle générique, parce que les dialogues, on peut toujours l'avoir dans tous les sens, et l'initiative du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble. Ici, il est difficile de dissocier l'œuvre de son auteur. C'est-à-dire, c'est différent, ce n'est pas le président, contrairement à ce qu'on a vécu par exemple, les politiques peuvent prendre l'initiative du dialogue de plein droit et y recourent aux bons offices des églises. Ça, c'est une chose. C'est à cela que s'applique ce principe du choix du médiateur ou du facilitateur. Mais ici, nous sommes dans le cadre où nous ne venons pas seulement demander les dialogues, mais nous proposons une initiative structurée systématiquement avec des objectifs, avec une approche, avec des résultats attendus. Donc, ce n'est pas seulement l'aspect dialogue, sinon on ne parlerait pas des scientifiques. Donc, il ne faut pas dissocier les forums politiques de l'esprit du pacte social qui est une initiative holistique. Donc, si nous parlons en termes, on ne se recommande pas. Ici, dans ces contextes, nous ne nous recommandons pas ou nous ne nous proposons pas. Mais nous sommes porteurs et ceux qui sont là les sont par mandat institutionnel. Personne ne joue ses rôles à titre individuel. Donc, nous y sommes parce que nous avons d'abord le mandat de nos institutions. Donc, si l'on ne veut pas des initiateurs, donc ça suppose qu'on ne veut pas non plus de l'initiative. Parce que les deux sont collés. Il y a tout un travail philosophique, spirituel, intellectuel et tout ce qui va avec, qui est fait en amont et par rapport à une logique qui va arriver. Donc, on ne s'accroche pas au rôle du médiateur. Mais s'il y a une autre initiative, beaucoup mieux que celle-ci, je crois que ça ne dérangera pas l'Église, ou ça ne dérangera pas l'Église de pouvoir saluer cette initiative. L'important, c'est la paix. Nous voulons la paix. Mais ici, il faut rester positif. Jusque-là, aucune partie n'a récusé l'initiative. Vous avez vu que ce soit l'opposition, la majorité, les institutions, la dernière audience, même celle de nos amis que j'ai suivis, j'ai entendu qu'on évoque encore l'initiative au Conseil de sécurité. On parle de cela. Donc, prenons ça comme un acquis national. Ce n'est pas seulement l'affaire des églises, mais c'est quelque chose qui contribue à côté de ce qui est aussi aujourd'hui produit tel que l'accord, la signature. C'est aussi quelque chose qui est un acquis national. Mettons le tout ensemble, nous pouvons arriver à une solution. Chers amis, avant que quelqu'un ait une question qui n'a pas été soulevée, on peut lui accorder la parole, sinon on arrête. Nous voulons vous dire merci. Merci pour avoir dérangé votre week-end et venir échanger avec nous. Nous remercions aussi les orateurs pour le rapport et pour l'appel et avec Georges pour la prière. Nous sommes à la fin, mais notre compagnonnage continue. Que Dieu vous bénisse et allez dans la paix du Seigneur. Il sera communiqué l'adresse précise pour ceux qui vont lancer l'appel. Je pense qu'il y a un site. Il y a un site, je pense, pour les